Les politiques d'austérité qui ont été appliquées dans les 10 dernières années ont des effets extrêmement durs sur les gens, sur les services publics aujourd'hui. Par exemple, il y a eu à l'automne un mouvement des gardiens de prison qui portait sur le fait qu'il manquait de moyens, qu'il manquait de personnel. Les mouvements qui existent aujourd'hui dans les maisons de retraite portent également là-dessus, c'est-à-dire sur la difficulté de travailler dans de bonnes conditions parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs. Ça, c'est une première série de questions. Et la seconde série de questions est ce que vous dites, c'est que le président de la République et son gouvernement ont engagé non pas des réformes, mais des contre-réformes. Nous assistons en France à une restauration aujourd'hui du capitalisme le plus débridé. Et dans cette restauration, non seulement on ne fait pas droit aux aspirations populaires, aux aspirations des travailleurs, mais c'est une fuite en avant dans la destruction des droits, des acquis et des conquis sociaux et du système du service public à la française. Ça a été le cas de la deuxième réforme contre le droit du travail pendant tout le moment de l'automne. Et maintenant, le conflit le plus emblématique est celui dont vous parlez, qui est celui de la mise en cause du statut des travailleurs des chemins de fer, mais de l'entreprise publique de chemins de fer elle-même. Et donc, c'est cette confrontation aujourd'hui entre un pouvoir qui veut de plus en plus satisfaire les appétits du capital privé et les salariés, les travailleurs qui, eux, défendent évidemment leur statut et la rémunération du travail par une autre répartition des richesses, mais qui défendent aussi l'intérêt général. On peut prendre secteur par secteur parce que les demandes sont diverses. Exemple, je prends comme l'exemple des enseignants. Tout le monde en France est d'accord pour dire qu'il y a trop d'élèves dans les classes, moins d'enseignantes, mais en pratique, on fait le contraire. C'est-à-dire que personne n'est pour le statu quo. Tout le monde voit bien que nous sommes arrivés à un moment aujourd'hui du développement du pays, de sa démographie, des défis qui sont à l'œuvre, qui nécessitent de faire des modifications, faire des transformations, y compris des transformations structurelles. Mais le problème porte sur la nature des transformations structurelles à faire. Il y a des transformations structurelles régressives, c'est ce que fait le pouvoir actuel. Exemple. Et il y aurait des transformations structurelles positives. Régressives, c'est le fait, par exemple, qu'au lieu de construire des universités, de former et de nommer des professeurs dans les écoles, eh bien, on accentue la sélection dans les universités pour évacuer un certain nombre d'élèves qui pourraient y accéder. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce sont les jeunes des quartiers les plus populaires qui se voient barrer la route à l'université. De même l'école, il y a des transformations évidemment à faire, mais pas des transformations qui visent à faire des travailleurs utiles pour le monde capitaliste, mais au contraire faire des travailleurs émancipés pour l'intérêt général, pour porter en avant la société. Et on pourrait prendre d'autres exemples, c'est le cas aussi à la SNCF par exemple. En fait, tout le monde est d'accord qu'en France, l'État il a besoin de réformes. Mais bien sûr, dans quel sens les réformes? Pourquoi on dit qu'il y a une dette colossale en France? À votre avis, quels sont les secteurs ou bien en fait l'État lui-même en France, il a besoin des réformes? Si oui, dans quel secteur? Il a besoin de se réformer en général pour être non plus au service, non plus être une béquille pour le capital, mais pour se mettre plus au service de l'intérêt général, c'est-à-dire un État qui soit un État social et non pas un État au service des sociétés multinationales. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement, il prend une série de décisions qui visent à transférer de l'argent
des richesses, de l'argent du travail, vers le capital. Par exemple, quand ils ont décidé d'abaisser considérablement les impôts sur les sociétés ou d'abaisser les cotisations sociales qui participent au bien commun. Donc c'est un transfert de richesse du travail vers le capital. C'est ça la question fondamentale qui est posée. Et donc une transformation démocratique de l'État impliquerait d'abord un accès plus large des citoyens, des travailleurs en général, aux responsabilités dans cet État, mais ce serait aussi vrai pour les entreprises. C'est nécessaire que la gestion des entreprises soit faite autrement et non pas un État qui s'adapte ou se met à la disposition de la mondialisation capitaliste. Ce sont deux vues totalement différentes aujourd'hui qui s'opposent. On a parlé des secteurs, surtout dans les secteurs liés aux cheminots. Donc, apparemment, surtout, c'est la privatisation de ce secteur. Qu'est-ce qui est visé? Pourquoi il y a en fait cette, comment dirais-je, mécontentement des cheminots dans cette affaire? Il y a un mécontentement parce que les cheminots ont conscience qu'on est en train de mettre en cause leur outil de travail qui est au service de l'intérêt général, c'est-à-dire le transport par rail, avec une belle entreprise qui s'appelle la Société nationale des chemins de fer, créée en 1937 à la suite du Front populaire en France, et on le fait sur la base d'une injonction de mise en concurrence de notre société de chemin de fer avec des sociétés de chemin de fer privées, comme cela s'est fait dans d'autres pays européens. Mais tout le monde voit très bien, qu'il s'agisse de l'expérience anglaise ou de l'expérience allemande, que ceci n'est pas efficace. L'efficacité pour la sécurité sur les routes, pour respecter la conférence du climat à Paris, pour l'aménagement du territoire, c'est-à-dire irriguer le territoire, et même pour la coopération européenne qui est indispensable, il serait nécessaire de développer notre société nationale de chemin de fer. Or, ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est de la mettre en concurrence, donc de l'affaiblir avec d'autres, et de créer des conditions où les travailleurs dans le secteur du rail n'auront plus les mêmes statuts. Or, chacun voit bien que si les travailleurs n'ont plus le même statut, on va mettre les cheminots dans des entreprises privées ou publiques en concurrence entre eux, et donc on va abaisser l'ensemble des niveaux sociaux. Et donc cet enjeu-là n'est pas un enjeu des cheminots seuls en France, c'est un enjeu d'intérêt général pour l'environnement et pour que les territoires en France soient irrigués, et même un enjeu de coopération européenne. Parce que si on voulait créer les conditions d'une jonction plus large des chemins de fer dans l'ensemble de l'Union européenne, il faudrait créer plutôt un système de coopération efficace qui permette de joindre plusieurs points, non pas seulement de l'Union européenne, mais de l'Europe. À quoi l'Europe est concernée dans le secteur qu'on vient de parler? Parce que souvent on dit oui, c'est Bruxelles qui demande pour la privatisation des secteurs, certains secteurs. Quelle est la part de vérité dans cela, ce qu'on vient de dire? Parce que quand ça n'arrange pas les gouvernements, ils renvoient la balle à Bruxelles. L'Union européenne pousse à la mise en concurrence, mais l'Union européenne n'oblige pas à détruire le statut social des cheminots. Pas du tout. L'Union européenne demande des comptes équilibrés, mais l'Union européenne n'a pas dit comment on pouvait régler la dette de la SNCF. La dette de la SNCF, pour une part essentielle, elle est le résultat de commandes de l'État, mais sans les financements de l'État. C'est la SNCF qui a porté ces financements au service du bien commun. Et cette dette, elle augmente sans cesse parce qu'il y a des taux d'intérêt de la dette qui font que celle-ci grossit en permanence. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on va investir à peu près
2 milliards à 2 milliards et demi pour les investissements dans le rail, alors qu'on paye autant de frais financiers. Si on ne payait pas ces frais financiers, on les paye aux fonds financiers et aux banques qui prêtent. Parce qu'elles prêtent à des taux d'intérêt qui n'ont rien à voir avec le service public, rien à voir avec l'intérêt commun. Peut-être quelques chiffres pour qu'on comprenne. Parce qu'on parle de dette de la SNCF, dette de sécurité sociale en France, mais pas en Alsace, dette aussi de l'État. Peut-être avec quelques chiffres pour comprendre où nous sommes un peu sur l'économie. Il y a une dette de l'État qui est aux alentours de 2 000 milliards d'euros, mais cette dette de l'État n'est pas remboursable l'année prochaine. C'est une dette qui est remboursable sur un très long terme. Donc cet argument, ce chiffre-là, sert à faire pression, sert à faire choc. C'est un argument politique pour obliger à accepter des politiques d'austérité et de destruction de nos services publics. Mais cette dette, elle est le résultat de quoi? Elle est le résultat du fait que, pour une part importante, l'État, en 2008 et 2009, dans la crise financière, a renfloué pour 600 milliards d'euros les banques, lesquelles banques ne sont pas très reconnaissantes d'ailleurs vis-à-vis de l'État, et s'ajoute à ceci toujours les taux d'intérêt, puisque l'État achète de l'emprunt sur des marchés financiers à des taux d'intérêt. Aujourd'hui, c'est bien moins important, mais ces 10 dernières années ont été des taux d'intérêt extrêmement importants qui ont alourdi la charge de la dette. C'est comme les systèmes du Fonds monétaire international vis-à-vis des pays en voie de développement, c'est-à-dire qu'on les étouffe, on les tient avec cette dette et ces taux d'intérêt qui sont extrêmement exorbitants par rapport aux capacités de refinancement et surtout aux services qu'ils rendent. Revenons à la rue en France. Donc on vient de dire depuis le mois de février, il y a des manifestations, surtout en fait fin mai, il y avait centaines de milliers de gens dans la rue, un peu dans soixantaine de villes en France. Pouvez-vous nous dire, malgré cela, le gouvernement, pour le moment, le gouvernement de Macron n'infléchit pas du tout ce qu'on voit. Est-ce que pouvez-vous faire une analyse sur ce... Il ne l'infléchit pas parce que le président de la République, il considère qu'il a un mandat du peuple. Il n'a pas du tout la même analyse que nous du second tour des élections présidentielles. Le président de la République a été élu dans un contexte très particulier qui l'opposait au second tour à l'extrême droite. Ce n'est pas la première fois en France. Non, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'un président de la République ne considère que ces voix sont des voix d'adhésion et non pas des voix qui visaient à rejeter un projet d'extrême droite en France. Secondement, il a une majorité dans l'Assemblée nationale parce que les institutions françaises font que, dès lors que le président de la République est élu, les élections législatives, l'élection des députés ont lieu quelques semaines, 5 semaines après, et évidemment, il est demandé aux citoyens de conforter le président de la République. Mais ces députés à l'Assemblée nationale, cette majorité, n'est pas non plus le résultat d'un raz-de-marée électoral visant une adhésion au choix politique. Ça a été obtenu dans un contexte de très forte abstention. Le pourcentage des inscrits pour cette majorité n'est que de 19%. Par conséquent, ce n'est pas important. Donc, il a cette analyse-là qui lui permet, tel un rouleau compresseur, de déployer ses choix politiques sans jamais écouter ceux qui manifestent, mais aussi ceux qui sont mécontents et qui ne manifestent pas. Il y a des retraités mécontents parce qu'on leur prend sur leur pension de retraite via une taxe qu'on appelle la contribution sociale généralisée. Tous ne peuvent pas être dans les manifestations. Tous les cheminots ou tous les travailleurs ne sont pas dans les manifestations parce que ça coûte cher de faire des journées de grève. Mais il y a un mécontentement extrêmement important, une aspiration à autre chose. Les jours de grève, personne n'est payé.
normalement. Les gens ne sont pas payés en France. Ce sera bien de le dire. Alors, le journal que vous dirigez, en fait, comme directeur, et en général soutiennent en fait cette manifestation généralisée. Est-ce qu'on peut dire le point où nous sommes et que le gouvernement ne veut pas en fait écouter du tout, c'est un échec? Dire que c'est un échec, le mot serait trop fort. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement social et le mouvement politique progressiste de la gauche, même au-delà de la gauche, n'a pas pu infléchir les choix. Ceci est parfaitement vrai. Et donc ça pose évidemment des questions peut-être sur les formes d'action, sur les enjeux, sur la pédagogie, sur la cohérence profonde de la politique du président de la République et surtout sur l'enjeu extrêmement important, sur le fait de savoir s'il est possible d'avoir une autre cohérence, une cohérence progressiste, une cohérence de gauche. Et aujourd'hui, l'état de la gauche en général, de la gauche sociale, de la gauche intellectuelle et de la gauche politique ne permet pas de répondre convenablement à cette question-là. Quand on parle de gauche politique, pouvez-vous nous citer pour mieux comprendre? La gauche politique, ça va du Parti socialiste au mouvement de la France insoumise, au Parti communiste, à un ensemble de réseaux autour de l'écologie politique, notamment de Europe Écologie Les Verts, des forces politiques comme République et Socialisme, le nouveau parti anticapitaliste. Donc c'est un arc de cercle dans la gauche politique plutôt important. Voilà. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé plutôt de la France. En Europe aussi, il y a des questions similaires, voire plus accrues. On a vu ce qui se passait en Grèce, mais on voit aussi ce qui se passe en Italie, en Hongrie, etc. Donc, il y a une vague de l'extrême droite populiste qui vient au pouvoir. Quelle est votre analyse sur cette évolution? D'abord, ceci est extrêmement inquiétant et préoccupant. Et le fait que l'Union européenne ne tienne pas compte de l'opinion des gens, des aspirations des gens, a imposé des politiques d'austérité extrêmement difficiles, a laissé, par exemple, dans le cas de l'Italie, a combattu le fait que l'Italie avait un programme d'accueil des exilés et l'a détruit au profit d'un programme de surveillance des frontières, d'un programme plutôt policier et militarisé. Ça a conduit à mettre l'Italie, même le gouvernement italien, dans des difficultés. Et ceci crée aujourd'hui des conditions de montée d'un extrémisme de droite extrêmement dangereux, faisant croire que c'est en se barricadant derrière des murs, en remettant des frontières, qu'on va s'en sortir. Ce n'est pas vrai du tout. On ne va pas s'en sortir en appliquant l'austérité renforcée à l'intérieur de ces frontières et en aiguisant la concurrence entre pays. Cette voie-là d'un nationalisme xénophobe est mauvaise, elle est tout aussi mauvaise que celle d'une Europe ultralibérale au service des capitalistes. C'est une autre voie qu'il faut chercher aujourd'hui, celle d'une union solidaire des peuples et des nations qui gardent leur liberté et qui sont associés pour des projets communs, tenant compte de l'opinion des citoyennes et des citoyens, tenant compte des aspirations des travailleurs, tenant compte de l'intérêt général et faisant valoir la coopération entre les gens, la mise en commun des gens et non pas la mise en concurrence des gens. Là, il y a un gros enjeu. Si on ne défriche pas cette voie-là, le risque existe que les partis d'extrême droite, nationalistes, xénophobes, continuent de progresser très dangereusement, y compris au sein du Parlement européen. Surtout après la crise
dite économique, financière, etc. Bon, c'était plus vaste bien sûr. Plutôt logiquement, on pouvait attendre une avancée des milieux de gauche que vous venez de citer. Mais c'est plutôt, on a l'impression que c'est le contraire qui passe. Est-ce que de ce côté-là, quelle critique ou à faire pour la mouvance gauche dans sa globalité? Ouais. Vous savez, il ne faut jamais raisonner sur le court terme ou par automatisme. Jamais, jamais, dans l'histoire des pays, quels qu'ils soient, des crises, quelles qu'elles soient des crises économiques, des crises financières, des crises écologiques, n'ont permis la montée des forces progressistes. C'est toujours les forces de régression qui ont pris le dessus. Nous ne souhaitons pas une aggravation de la situation des citoyennes et des citoyens. Parce que à chaque fois que ceci s'est produit, il y a accompagné de la crise sociale, la crise économique, la crise budgétaire ou financière, ça s'est toujours accompagné d'une campagne idéologique effrénée pour demander au peuple de choisir le chemin le plus court. Et le chemin le plus court, ça a toujours été de diviser les gens entre eux. Ça a été toujours de dire la cause de ton problème, c'est l'immigré, ce n'est pas le banquier. La cause de ton problème de chômage, c'est la femme de ton voisin qui a un travail et non pas le fait que le capitalisme crée les conditions pour qu'il y ait un volant de chômage extrêmement important. Donc, il n'y a pas d'automatisme. Par contre, il est de la responsabilité de gens comme moi, de la gauche, de créer les conditions de cette contre-offensive idéologique et politique et en présentant un projet crédible, un projet accessible pour les gens. C'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Et il manque aussi au sein de la mouvance sociale gauche. Qu'est-ce qu'il manque de ce côté-là? Est-ce que c'est l'action collective, c'est la manière de s'organiser? Est-ce que la gauche elle est au niveau par rapport à l'évolution de médias, de moyens de communication? Juste, je pose des questions comme ça. L'action collective viendra de manière rassemblée, de manière puissante, de manière déterminée, quand il y aura un projet viable. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions dans la gauche et il n'y a pas un projet visible. Or, on ne peut pas construire un projet visible aujourd'hui sans s'attaquer au fondement même de ce qui fait les difficultés des gens et de la société, c'est-à-dire au fondement du capitalisme. On ne peut pas dire qu'on va transformer ou aménager l'Union européenne sans s'attaquer au fondement de celle-ci. Le fondement de la construction européenne aujourd'hui est une construction européenne au service exclusif des puissances financières, qui ne peut que produire ce que nous connaissons. Et donc il faut sortir de cela et donc créer un mouvement populaire suffisamment puissant pour qu'il y ait d'autres traités européens. C'est ce que j'appelle l'union des peuples et des nations qui s'associent, qui sont libres et qui sont solidaires. Donc, dans ce cadre-là, parce que ce soit au Kurdistan, en Turquie, dans la grande région, les kurdophones, les turcophones nous écoutent, quel message aimeriez-vous donner? Bon, en Turquie, il y a des élections. À Rojava, il y a une révolution qui est attaquée par à la fois en fait, le gouvernement plutôt islamiste ou par les djihadistes eux-mêmes. Et quel message aimeriez-vous dans ce cadre-là délivrer à nos moi, je veux dire à tous nos camarades, à tous nos amis du HDP en Turquie, de tous les démocrates, les associations de magistrats, de journalistes, d'enseignants, leurs syndicats. Je veux dire au peuple kurde qui se bat courageusement, qui
a été à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme. Je leur dis, non seulement vous avez notre respect et notre solidarité, nous voulons que vous teniez bon et nous serons à vos côtés pour la démocratie en Turquie, bien évidemment, pour qu'on reconnaisse les citoyens, le peuple kurde, et que enfin on pose sur la table la question d'une nouvelle géopolitique mondiale. Non pas la géopolitique mondiale aujourd'hui, celle des tensions, celle des conflits et celle des risques de guerre aggravés, mais celle de la justice, de la démocratie et de la paix, c'est-à-dire tout ce pourquoi les Kurdes et les démocrates de Turquie, dont nos amis du HDP, se battent. Je vais juste souligner que HDP, juste à côté au Conseil de l'Europe, fait partie de votre groupe existant là-bas. Donc avec 2-3 membres élus au Tout à fait, Parlement. nous en sommes heureux. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission et de votre analyse précieuse, Monsieur Patrick Le Yarrick. Değerli izleyiciler, biz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.